Bien, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au Club Suisse de la Presse. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette conférence de presse intitulée « Collecte de dons, l'innovation digitale au service de l'intérêt général ». Pour nous parler de ce sujet, nous avons aujourd'hui M. Alexandre Ayad, qui est spécialiste dans la collecte digitale et concepteur de l'application Peer-to-Peer, et Mme Véronique Favreau, qui est directrice d'Aide et Action Suisse. Avant de passer la parole à M. Alexandre Ayad, je vais vous demander de signer notre livre d'or et recevoir un petit cadeau, comme le veut la tradition au Club Suisse de la Presse. Donc vous avez l'édition 2016 du livre Cartooning for Peace. Merci beaucoup. Donc nous allons assister à environ 30 minutes, 20-30 minutes de présentation sur les possibilités de collecte de dons en ligne. Et Monsieur Alexandre Ayad va peut-être commencer à nous présenter son expertise dans le domaine. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis Alexandre Ayad, je suis fondateur de GiveExpert. Nous sommes éditeurs de logiciels pour la collecte de dons en ligne avec des utilisateurs en Suisse, en France et au Luxembourg. À mes côtés, Madame Véronique Favreau, qui est donc directrice d'Aide et Action, et à qui je vais laisser présenter donc, son organisation. Bonjour. Excusez-moi. Bonjour, donc je suis Véronique Favreau, directrice d'Aide et Action Suisse. Aide et Action Suisse, c'est une ONG de développement par l'éducation. Nous sommes membres d'un réseau international donc dans le domaine de l'éducation et nous sommes présents dans 25 pays avec près de 90 projets. Alors la cause de l'éducation est bien évidemment une cause qui est très forte, très importante, que nous sommes fiers de porter et qui est sans aucun doute l'une des plus puissantes ressources pour qu'un enfant puisse un jour devenir un adulte éclairé. Pour remplir notre mission, nous co-construisons donc des projets donc dans ces 25 pays de façon donc coordonnée avec nos équipes locales, mais également avec des partenaires qui sont dans les pays d'intervention, mais également en Suisse. Et puis pour développer donc ces projets, nous avons bien sûr besoin donc de financement et donc de dons. Et c'est la raison pour laquelle notre ambition est donc de nous adresser à un public extrêmement large, de façon à faire connaître notre cause et à faire connaître justement notre démarche. Actuellement, nous avons donc différents donateurs et donc avec ces différents donateurs, nous utilisons différentes méthodes pour les approcher, pour les sensibiliser. Parmi ces donateurs, il y a bien sûr donc de grands donateurs tels que des entités plutôt privées, institutionnelles, des entreprises, des fondations, mais il y a également un très large public. Et puis, parmi les donateurs donc, de ce large public, il y a ceux qui se sentent beaucoup moins à l'aise avec tout ce qui peut être numérique, tout ce qui peut être nouvelle technologie. Et c'est la raison pour laquelle nous continuons d'utiliser donc, des méthodes dites plutôt classiques, mais avec les donateurs ou les personnes très intéressées qui sont beaucoup plus à l'aise dans l'ère du numérique. Nous sommes toujours à l'écoute de nouvelles technologies qui peuvent apparaître. Et c'est la raison pour laquelle le peer-to-peer, cette méthode-là, nous a semblé extrêmement intéressante. Oui, parce que, comme vous l'avez tous remarqué, le numérique a changé nos vies, a transformé la manière dont nous communiquons, la manière dont on se divertit, également la manière de consommer. Et les plateformes web qu'on a tendance à d'échange, qu'on a tendance à regrouper sous le mot de web collaboratif, en fait, présentent l'opportunité de révolutionner aussi la manière dont tout un pan en fait de notre vie, qui est la solidarité et l'engagement. Et au premier rang de ces plateformes, on trouve tout ce qui révolutionne le financement, à savoir le crowdfunding. Le crowdfunding, c'est ces méthodes qui permettent à tout un chacun de disposer des mêmes outils qui étaient réservés avant aux professionnels
pour lever des fonds pour des projets entrepreneuriaux, des projets culturels ou bien des projets solidaires sur Internet. Le peer-to-peer, dont a parlé Madame Favreau, c'est un type de crowdfunding. C'est en fait un type de crowdfunding dans lequel on propose aux supporters, donateurs ou bénévoles ou simples soutiens non actifs pour le moment d'une organisation, de disposer d'une page personnelle, donc une page web avec sa photo, donc à ses couleurs, un peu comme un profil sur les réseaux sociaux, et d'utiliser cette page comme un vecteur de collecte de fonds pour l'organisation qui nous tient à cœur. Donc en ayant cette page personnelle de collecte qu'on diffuse, qu'on partage avec ses amis, ses collègues de travail, donc ses proches, et de cette manière-là, on sollicite des dons pour l'organisation. Donc c'est cette manière de collecter qui est utilisée, par exemple, depuis pour la 3e année consécutive pour la course Race for Gift, qui s'est tenue le week-end dernier, et qui a permis de collecter plus de 200 000 francs pour une vingtaine d'organisations. Et je vous propose justement d'écouter un exemple de Madame Favreau à propos d'une des coureuses, parce que Aide et Action Suisse était participante, était une des organisations bénéficiaires de cette course Race for Gift. Alors effectivement, cette méthode, nous l'avons utilisée donc, le week-end dernier lors de Race for Gift. Il faut dire que c'est la 3e fois que nous participons donc, à cette course solidaire. Et à titre d'exemple, donc dimanche dernier, l'organisation qui effectivement donc, utilise cette méthode nous a permis, en tout cas à l'une de nos coureuses, que nous allons nommer Claudia, de s'inscrire sur notre page qui a été donc conçue pour ça, et ensuite de créer sa propre page. Grâce à la propre page qu'elle a créée, elle a pu atteindre 350% du montant initial qui était donné, qui était demandé. En fait, elle a sollicité, grâce à sa page personnelle, 17 personnes dans son entourage, donc 17 donateurs qui l'ont soutenue. Et c'est ainsi qu'on peut voir que, sans ce contact donc, de Claudia, est-ce que ces 17 personnes auraient pu nous connaître? Est-ce que ces 17 personnes auraient pu nous soutenir par l'intermédiaire de Claudia? Et on peut même aller plus loin en se disant, l'an prochain, ces 17 personnes seront-elles 17 créateurs, créatrices, donc d'une nouvelle page. Et on voit que par cette méthode, on peut vraiment démultiplier le nombre de contacts et donc le nombre de donateurs que nous pouvons obtenir. En fait, je dirais que le peer-to-peer, c'est une nouvelle façon de concevoir la relation que nous avons avec nos donateurs. On se rend compte qu'avec les méthodes classiques et puis cette méthode digitale, il y a un point commun. C'est forcément d'atteindre un futur donateur, de le sensibiliser. Mais le peer-to-peer, ça va beaucoup plus loin. En fait, ça permet à un donateur d'être encore beaucoup plus impliqué, de devenir vraiment acteur et un véritable, comme je l'appelle, un relayeur en fait de confiance, un relayeur donc de notre cause. Donc cette démultiplication peut nous laisser en tout cas envisager que c'est quelque chose qui est infini, qui n'a pas de limite dans le temps, sauf pour tout ce qui est événement, mais en tout cas, ça nous permet d'atteindre vraiment notre objectif de toucher un public extrêmement large. Comme je l'ai dit également, pourquoi nous sensibilisons donc ce large public? C'est bien sûr à des fins donc de collecte, donc de faire des dons pour soutenir nos projets. On se rend compte que se crée grâce à cette méthode tout un monde donc de donateurs, mais un monde aussi d'ambassadeurs qui vont même au-delà de la collecte. Nombreuses sont les sollicitations en matière donc de mécénat de compétences grâce à cette méthode, mais également en matière donc de bénévolat pour soutenir notre cause, pour nous aider finalement à être toujours des porte-parole donc de la cause que nous portons. Enfin, je crois que cette méthode nous permet aussi de montrer notre capacité à être à l'écoute donc de nouvelles technologies. Il faut dire que j'ai une équipe qui est en grande partie jeune
et qui est toujours à l'affût finalement de nouvelles technologies, de nouvelles découvertes, tout ce qui est innovant, tout ce qui peut être très dynamique, très mobilisateur. Effectivement, ils sont toujours donc dans cette dynamique-là, et c'est ce qui permet d'être, voilà, de découvrir différentes méthodes qui vont toujours dans le même sens que ce que nous souhaitons, à savoir donc soutenir nos projets. Donc ces outils de peer-to-peer que nous développons sont des outils qui permettent à un internaute donc de se mobiliser en créant ses pages personnelles qui vont être la base de la relation avec une organisation et de la sollicitation d'un don auprès de leur propre réseau. Alors, ces pages peer-to-peer, elles peuvent servir, et cette méthode de collecte peer-to-peer, elle peut servir de plusieurs manières. Donc, je vais vous en citer deux principales qui sont une bonne manière de répartir les campagnes qu'on peut mener de collecte de dons grâce à des outils peer-to-peer. La première, ça va être tout ce qui sont les campagnes individuelles. Donc en fait, c'est des campagnes qui sont basées sur des moments de la vie des supporters, donc de ces donateurs, de ces bénévoles qui deviennent, comme le disait Mme Favreau, ambassadeurs en fait de l'organisation auprès de leurs propres amis, de leur propre famille. Et ces instants de la vie, ça va être des instants heureux, un mariage, éventuellement une naissance, mais ça peut être aussi des moments plus malheureux comme un décès. Il est fréquent de voir des appels à dons, des collectes, quand les personnes décèdent notamment de maladies, pour financer par exemple la recherche médicale sur la pathologie qui a emporté leurs proches. Le second type de campagne qui existe, c'est tout ce qui concerne des campagnes événementielles. Et là, Race for Gift en est un exemple. Ça va être aussi le fait de participer à des événements qui ne sont pas forcément des événements solidaires, comme des marathons, des challenges sportifs, et à ce moment-là, de créer une page personnelle pour soutenir la cause qui nous tient à cœur. Et puis on va retrouver des événements qui sont des événements cette fois-ci de collecte, mais dans des environnements auxquels on s'attendrait moins. Je pense notamment par exemple à tout ce qui va être l'environnement scolaire, donc les universités, les écoles, où vont être organisés des challenges qu'on appelle en anglais class gift, des challenges donc interpromos où les promotions vont être amenées à collecter des fonds pour leur ancienne école, et ça va créer une sorte d'émulation, un défi en tout cas entre un challenge de collecte entre ces différents anciens élèves. Pour vous donner quelques exemples et puis vous donner une idée de l'ampleur de ce phénomène qui, comme souvent, a pris naissance plutôt dans les pays anglo-saxons avant d'arriver jusqu'à nous. La plateforme précurseuse en fait, de ce mode de collecte qui s'appelle Just Giving en Angleterre est née en 2001 et depuis 2001, ils ont collecté plus d'1,5 milliard de livres, ce qui fait tout de même 2,18 milliards de francs, auprès de 21 millions de donateurs. Donc c'est tout à fait significatif. Et de la même manière, ils annoncent que chaque mois, ce serait plus de 40 000 nouvelles pages personnelles de collecte qui sont créées sur leurs outils. Donc on voit que c'est vraiment un mouvement majeur, un engouement aussi du côté des internautes britanniques pour ce mode de collecte de fonds et donc de soutien d'organisation. Alors un autre élément bien sûr important, c'est, comme je vous le disais en introduction, le numérique a changé la manière dont on communique, cette numérisation de l'économie dont on parle quotidiennement. Et donc dans cette situation où on demande à un ambassadeur de solliciter ses proches, bien sûr les réseaux sociaux ont un impact très positif parce qu'ils simplifient cette démarche pour faire connaître cette page personnelle et solliciter le don auprès de ces réseaux, donc collègues, famille. Et on imagine bien sûr, et c'est ce qu'on souhaite faire, que ce qui se passe en Angleterre est reproduisible en Suisse, parce qu'il faut quand même savoir que près de la moitié des Suisses aujourd'hui sont sur Facebook, qui est le principal réseau social, et qu'en moyenne, un internaute suisse qui a un compte Facebook a 177 amis.
Donc vous imaginez bien que si cet internaute crée une page personnelle de collecte, à travers un partage sur Facebook, pour citer Facebook, mais ça pourrait être aussi sur d'autres réseaux sociaux, eh bien c'est des dizaines de personnes qui sont sollicitées et qui ont l'occasion de découvrir probablement une organisation qui lui tient à cœur, qu'ils ne connaissaient pas forcément, et donc de la soutenir au travers de leurs dons. De ce point de vue-là, véritablement, les réseaux sociaux sont donc un facilitateur parce qu'ils permettent d'exprimer de manière facile et sans frontières géographiques son soutien à une organisation et, en plus de ce soutien, de l'aider à mener ses actions à travers l'appel à dons. Alors, je rebondis par rapport à ce que vient de dire Alexandre. Effectivement, si nous venons donc d'utiliser le peer-to-peer depuis donc 3 ans, mais toujours pour la même manifestation, nous envisageons également d'utiliser cette méthode pour nos prochaines campagnes, peut-être d'ailleurs pour la prochaine qui aura lieu donc à l'occasion de la Journée internationale contre le travail des enfants, ou lors d'une autre campagne, donc plutôt en fin d'année. En termes d'impact, Alexandre vient de le dire, c'est un boulevard qui s'ouvre à nous. Donc c'est par cette démultiplication de contacts qui sont relayés finalement par les personnes, par notre cercle très proche. Et donc ce qui nous laisse extrêmement optimistes sur l'envergure que peut prendre donc cette diffusion par cette méthode-là. Et puis je voudrais dire également, je pense que c'est tout cet aspect, c'est à la fois ludique, c'est à la fois un esprit de compétition qui se développe, c'est à la fois un élan de solidarité concernant évidemment les ONG qui sont en recherche donc, de soutien, à la fois soutien financier ou autre. Et je pense que c'est toute cette dynamique qui nous permet finalement de se réaliser grâce à cette méthode. Les réseaux sociaux, bien évidemment, nous avons bien compris l'impact du développement donc, de ces réseaux sociaux pour apporter encore beaucoup plus de facilité donc, avec l'utilisation de cette méthode. C'est la raison pour laquelle, depuis le début de l'année, chez AD Action, nous avons donc renforcé vraiment notre présence sur les sites, sur les différents réseaux sociaux, donc pas uniquement sur Facebook, de façon à pouvoir toucher dans un cercle très proche, ces premiers relayeurs de confiance, comme nous les appelons. Voilà, je vous remercie. Donc, pour finir, je voudrais surtout insister sur la complémentarité qui existe entre ces méthodes de collecte et les méthodes traditionnelles de sollicitation. On pense bien sûr à la distribution tout ménage d'appels à dons qu'on est habitué à recevoir en boîte aux lettres. Véritablement, la collecte digitale est déjà un moyen de simplifier, dans le sens qu'au moment où on le souhaite, rapidement, en cas d'urgence, mais également de manière confortable depuis son domicile, on peut soutenir une cause dont on vient d'entendre de parler, par exemple, à la télé. Le crowdfunding est cette approche qui permet à une organisation de solliciter un large public, et le peer-to-peer est un niveau qui démultiplie l'efficacité de ce crowdfunding en permettant à tout un chacun de devenir l'ambassadeur d'une cause. Donc véritablement de mobiliser son propre réseau, un réseau auquel n'aurait pas eu accès l'organisation, parce que quand l'organisation fait de la distribution tout ménage ou quand elle diffuse un message, email ou courrier, mais en fait, elle écrit au contact qu'elle possède déjà. Et là, véritablement, c'est là la puissance du peer-to-peer, c'est d'avoir des personnes qui, en plus de vous soutenir, deviennent votre porte-parole et vous ouvrent d'une certaine manière leur carnet d'adresses en sollicitant au profit de votre organisation des contacts, des proches à eux que vous ne connaissez pas, et elles font donc découvrir votre cause et elles, d'une certaine manière, la relation préexistante entre ces personnes et ces personnes qu'elles sollicitent et eux, ben, en fait, participent à créer un climat de confiance dans le sens pour qu'il y ait une caution pour l'organisation qui utilise du peer-to-peer.
Voilà, j'espère véritablement que ça aura permis pour ceux qui ne connaissaient pas ce mode de collecte de découvrir le peer-to-peer. On est bien sûr à votre disposition pour répondre à des questions. Et puis, je tenais à remercier le Club suisse de la presse qui nous accueille et en particulier Monsieur Guy Métan et Monsieur Tobias Clair pour leur accueil. Merci. Merci bien Alexandre Rayad et Madame Véronique Favreau. Peut-être avant de passer la parole à la salle pour les questions, moi j'aurais quelques petites questions. On parle généralement dans le crowdfunding, dans certaines plateformes, on a un échange, c'est-à-dire qu'on donne de l'argent et on échange. Pour prendre l'exemple de la musique par exemple, on reçoit un album, on peut avoir le t-shirt dédicacé. Justement, vous, quelle relation est-ce qu'une ONG, une entreprise entretient avec ses ambassadeurs ou avec ses... Oui, le crowdfunding, c'est vraiment un mode de financement qui peut servir pour différents types de projets. Donc on a en effet, notamment dans les projets culturels, mais pas que, également dans les projets entrepreneuriaux, on a souvent des contreparties qui peuvent être du préachat. Donc par exemple, on finance un produit qui n'est pas encore sorti, on va le recevoir le jour où il est disponible, ou bien on va avoir en effet des contreparties, on va dire, avec des valeurs plus émotionnelles, comme un t-shirt, un collector, des choses comme ça. Et dans le cadre de la collecte de dons, c'est un peu différent parce que, en fait, il y a une logique de don. Et le don par nature est un acte sans contrepartie. Alors, bien sûr, on peut disposer d'une attestation de don pour avoir également une réduction fiscale, mais par nature, le don est un acte gratuit et donc il est, à part des contreparties avec des valeurs très faibles, je pense par exemple à une campagne sur laquelle des cartes postales avaient été offertes pour la fin d'année aux donateurs. À part des contreparties avec des valeurs vraiment faibles, ça remettrait en question le fait que c'est un acte de don, le fait de fournir une contrepartie avec une valeur monétaire trop importante. Et peut-être sur la relation entre le bénéficiaire et puis le donateur. Je pense que comme tout, la relation en fait entre le bénéficiaire et le donateur, comme sur toutes ces plateformes web, donc qui sont collaboratives, le donateur, il a une exigence d'information en retour sur la manière dont ont été utilisés les fonds, donc le don qu'il a fait. Et il se satisfait d'avoir cette information également, comme il a fait son don par Internet, sur Internet. Donc d'avoir un post sur un blog, donc un article sur un blog, des éléments multimédia comme une vidéo d'un projet en travaux, en train de se concrétiser. Et de plus en plus, ce donateur en ligne utilisera en plus les réseaux sociaux pour échanger, pour communiquer avec l'organisation qui soutient. Donc c'est véritablement il y a un échange qui se crée entre le donateur qui est de plus en plus acteur, et c'est dans cette logique-là que s'inscrit le peer-to-peer, parce qu'un donateur qui échange avec une organisation et qui veut la soutenir peut devenir son ambassadeur. Et donc c'est véritablement dans cette logique-là, cette logique très collaborative, cette logique du partage que s'inscrit ce type de démarche, à la fois de dons et de collecte peer-to-peer, donc de devenir ambassadeur d'une cause. Si je peux me permettre d'ajouter, il est vrai que lorsque le donateur justement utilise donc le peer-to-peer, le donateur se sent en plus investi comme d'une mission, comme une sorte de pouvoir d'agir vraiment auprès de ses proches. Donc ça a beaucoup plus d'importance pour lui et beaucoup plus de poids que lorsque c'est l'ONG qui essaie de l'atteindre, puisque effectivement il se sent véritablement acteur.
une deuxième question qui est plutôt peut-être sur est-ce qu'il y a une modération de la plateforme? Est-ce que n'importe quelle cause peut être soutenue? Est-ce qu'il y a peut-être des causes qu'on n'aimerait pas trop voir se développer sur des plateformes comme ça? Justement, de quels outils disposez-vous pour gérer cette plateforme et quel type de modération pratiquez-vous? Alors merci pour la question. Oui, en effet, je comprends bien l'interrogation de se dire n'importe qui, en effet, pourrait solliciter des dons, des causes sérieuses et des causes qui pourraient être moins pertinentes, on va dire, ou plus discutables. En l'occurrence, dans notre cas, on est une plateforme qui fonctionne organisation par organisation ou événement par événement. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, on édite des logiciels et ce logiciel de peer-to-peer, en fait, il va être mis à disposition pour un événement sportif ou pour une organisation qui, tout au long de l'année, va proposer à ses contacts de devenir ambassadeurs de sa cause pour des moments de leur vie, donc les fameux moments heureux ou moins heureux. Partant de ce principe-là, en fait, il ne va pas être possible pour n'importe quelle organisation, si elle n'est pas participante ou bénéficiaire de la course, si ce n'est pas sa propre plateforme peer-to-peer, il ne va pas lui être possible de solliciter des dons. Et c'est aussi de cette manière-là qu'on a une garantie qui est que tous les dons vont arriver à l'organisation bénéficiaire qui est habilitée à les recevoir. Parce que quand on est sur une version du logiciel, donc sur une plateforme peer-to-peer destinée à une organisation, eh bien, tous les dons arrivent directement sur son compte. Donc c'est sa collecte. Et de la même manière, quand on est sur une plateforme peer-to-peer qui sert à la collecte lors d'un événement, eh bien en fait il y a une liste finie, une liste définie d'organisations bénéficiaires, et donc les dons ne peuvent être fléchés que vers ces organisations-là. C'est de cette manière-là qu'on peut éviter en effet d'avoir des structures qui seraient peu recommandables ou pas habilitées tout simplement aussi à collecter des dons qui sollicitent un large public. Peut-être une dernière question. Est-ce qu'on remarque un changement ou c'est une nouvelle tendance? Ou est-ce qu'il y a vraiment un changement dans la manière de solliciter les dons et le financement pour des organisations? Donc on passe peut-être moins par des acteurs institutionnels qui ont d'autant moins les moyens aussi de... est-ce que c'est pour combler justement un gap peut-être, un manque dans ces subventions traditionnelles qu'on se dirige plutôt directement vers les personnes, en fait. Peut-être pour... Non, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on se dirige maintenant vers uniquement le grand public. Je pense qu'il existe toujours donc, de grands donateurs, donc, notamment en Suisse, les fondations, les entreprises, les institutions, que sont aussi également les communes, le canton de Genève, par exemple. Je pense que c'est complémentaire et pour nous, vraiment, il s'agit de toucher encore un public toujours plus large. Donc effectivement, on s'adresse au grand public, mais on n'en oublie pas finalement tous ces financements que nous obtenons de la part donc, des entités plutôt institutionnelles. Ce grand public, ce que je voudrais dire, c'est que le peer-to-peer est toujours un complément de méthodes toujours classiques. Comme je l'ai dit tout au début, il y a ces donateurs qui ne se sentent pas à l'aise, et il ne faut pas entendre derrière que ce sont des personnes moins jeunes qui ne se sentent pas à l'aise avec cette méthode et pour laquelle on opterait plutôt pour une méthode classique. Je crois qu'il y a autant de différents donateurs qu'il faudrait avoir donc de méthodes différentes. Je pense qu'il faut voir plutôt ces méthodes qui évoluent avec l'air du temps comme des méthodes tout à fait complémentaires, et je pense que nous, concernant chez Aider Action, plus nous toucherons un public de plus en plus large et plus nous trouverons des méthodes pour démultiplier justement ces contacts et plus nous serons à même finalement de remplir notre mission qui est quand même donc de donner accès à l'éducation à des populations très vulnérables. Et là, je pense qu'on peut donc continuer d'utiliser de plus en plus de méthodes. Et d'ailleurs, si vous avez d'autres méthodes à proposer, nous sommes très preneurs.
Oui, oui, véritablement, moi je rejoins tout à fait ce qu'a dit Madame Favreau, à savoir que les différentes techniques de collecte digitale, donc le don en ligne, mais on peut aussi mettre donc la collecte peer-to-peer, mais également éventuellement le don par SMS. En fait, toutes ces méthodes de sollicitation et de don dématérialisés sont très complémentaires en fait de ce qui se fait déjà et depuis de nombreuses années par de la collecte par courrier, de la collecte par distribution tout ménage, de la collecte aussi par téléphone. Il ne faut pas oublier qu'au moment de crise, les standards téléphoniques de la RTS restent quand même un moyen de collecte significatif. Donc il y a une vraie complémentarité et surtout ce qui compte, c'est de proposer à chaque donateur la méthode de soutien qui lui est la plus facile et la plus confortable. Il se trouve que les usages changent, que probablement, en tout cas, on a des publics qui sont de plus en plus... Enfin, la Suisse est un pays où en fait on est très connecté, et donc, quelle que soit les tranches d'âge d'ailleurs, et on aura probablement, et on commence à avoir des générations plus jeunes qui en fait font leur premier acte de don de manière en ligne, donc qui auront peut-être jamais connu ou qui renouvelleront leur don après en recevant un courrier. Mais le premier contact aura été un contact en ligne. Et on est aussi dans une société du partage où ces jeunes générations ont l'habitude d'utiliser leurs amis comme des référents en termes d'information, en termes aussi de goût. Et quand, via le peer-to-peer, un donateur, quelqu'un qui soutient déjà une organisation, la recommande à ses proches, ça a vraiment un poids qui est significatif parce que au moment où il faut se décider entre plusieurs organisations, eh bien, la sollicitation qui est faite par l'intermédiaire d'une de ces connaissances bénéficie vraiment d'un cautionnement et d'une confiance qu'on n'aurait pas forcément si c'était l'organisation, comme vous le disiez tout à l'heure, qui était venue spontanément vers nous à travers des méthodes plus traditionnelles et donc parfois perçues comme un peu plus publicitaires. Merci bien. Est-ce que vous avez des questions pour nos deux intervenants d'aujourd'hui? Oui, Boris. Bonjour, Boris Engelson, journaliste indépendant et un peu hors de propos. Pourquoi avez-vous choisi le cas du tsunami comme premier exemple de votre historique, sachant que le cas du tsunami est particulièrement controversé? Alors, en effet, dans l'historique, quand on fait démarrer le don en ligne, un événement marquant, c'est cet appel à... Enfin, c'est même pas un appel à don, parce que ça a été une générosité spontanée qui a eu lieu au moment du tsunami en Asie du Sud-Est, durant les fêtes de fin d'année 2004-2005. Et en fait, si on fait débuter, ou du moins qu'on estime que c'est vraiment, il y a eu un avant et un après, c'est parce qu'on était dans cette période de fête qui est une période de la fin d'année propice aux dons. C'est la période où en fait les Suisses sont les plus généreux, la fin d'année, et il y a eu véritablement un mouvement spontané pour soutenir des organisations humanitaires qui allaient se déployer sur le terrain pour aider les victimes, et ça s'est fait par Internet. Ça, je comprends bien, mais je me référais à l'intitulé de votre conférence qui est « Pour le bien public ». Oui. Or, ça, c'est l'aspect qui a été très controversé dans le cas du tsunami. Alors, il y a eu de nombreux rapports qui ont été faits là-dessus, donc moi, je laisse juge chacun de ce qui a été fait des fonds. Maintenant, la réalité, c'est que pour la première fois, et c'est pour ça qu'on faisait dater le début de la collecte en ligne à ce moment-là, pour la première fois, cette générosité spontanée s'est exprimée grâce et via Internet, c'est-à-dire qu'au moment où les personnes étaient en famille, ils ont utilisé Internet pour soutenir. Et en effet, il y a eu des sommes très significatives qui ont été collectées, et ça a donné lieu à de nombreux rapports pour estimer, juger de leur utilisation. Malgré tout, on a bien vu à ce moment-là tout l'intérêt en fait d'Internet et de ces dons, qui était la rapidité à laquelle les fonds arrivaient aux organisations.
C'est-à-dire que par rapport au déclenchement d'une campagne de collecte qui se faisait un certain temps après, qui nécessitait quelques jours, là, en effet, dans les 24-48 heures qui ont suivi la vague, les organisations, les principales organisations humanitaires avaient déjà collecté des centaines, si ce n'est des millions de francs. Est-ce qu'il y a une autre question ? Stéphane Pernet, FSMD. La question que j'ai, c'est la stratégie en fait par rapport à ça. Comment on gère les ambassadeurs, comment ça se passe tout ça? Parce que, ok, c'est bien beau, l'électronique, le site, etc. Mais à mon avis, c'est pas là qu'il y a le plus d'intérêt en fait. C'est de la manière dont on va gérer toute cette communauté, cette nouvelle communauté. Comment ça se passe en fait, en vrai? Effectivement, vous avez tout à fait raison. Il ne s'agit que d'une méthode. Mais c'est souvent avec les méthodes qu'on fait avancer les choses. Et effectivement, pour nous, ce qui est important, c'est d'avoir justement, de pouvoir créer cette communauté de peer-to-peer qu'on n'obtient pas le peer-to-peer, mais qu'on peut obtenir aussi avec ces méthodes beaucoup plus classiques. Pour nous, ce qui est important, c'est de créer cette vie associative, ce mouvement en faveur donc de la cause que nous portons. Comment on la gère? On la gère par la communication, très souvent, donc par des newsletters, par des lettres d'information, par des relais d'information sur les projets que nous menons, par des rencontres, par parfois des conférences que nous faisons sur telle ou telle thématique et auxquelles donc nos donateurs et ceux qui nous suivent sont invités. Donc effectivement, c'est pour créer cette communauté, pour créer cet élan de solidarité, pour créer ces liens qui nous sont extrêmement chers et sans lesquels on ne pourrait pas obtenir donc ces soutiens. Et lorsque je parle de soutien, je ne parle pas uniquement de financier, vraiment soutien d'une cause. Et là, on se rend compte que grâce à cette méthode, ces communautés grossissent beaucoup plus rapidement, ces communautés se diffusent encore beaucoup plus rapidement et on sent que ça répond aussi à un véritable besoin, notamment dans la jeunesse d'aujourd'hui. Un besoin d'être dans un environnement effectivement qui bouge extrêmement vite, mais un besoin surtout de se rendre utile, d'être véritablement acteur, porteur d'un message, relayeur donc d'un message. Et c'est surtout à ça que sert justement ce genre de méthode. Je continue dans ma question. De quelle manière vous gérez les ambassadeurs et de quelle manière vous gérez les donneurs? Est-ce que vous les gérez de la même manière ou est-ce que vous faites une communication différenciée vis-à-vis de l'un et de l'autre en fait? Je vais répondre sur les collecteurs et je vais donc les coureurs ou les personnes qui deviennent ambassadeurs et je laisserai Mme Favreau répondre sur les donateurs. La manière dont ça fonctionne, en fait, c'est qu'à partir du moment... Enfin, il y a deux phases. Il y a une phase où on essaye on sollicite, en fait, les contacts qu'on a. On sollicite les personnes qui suivent l'organisation sur les réseaux sociaux et on leur fait cette proposition, devenez ambassadeur en disposant d'une page personnelle. Donc, comme on le disait tout à l'heure, c'est assez valorisant parce qu'en fait, c'est l'occasion d'avoir sa photo à côté du logo de l'organisation qu'on soutient. Et donc, ça rend très tangible l'engagement qu'on a des fois depuis plusieurs années sous forme d'un prélèvement, donc d'un LSV tous les mois. D'un seul coup, on l'expose au grand jour. Et c'est là que démarre la deuxième phase. C'est une fois qu'ils ont une page personnelle de collecte. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, il va falloir déjà... passer un frein que peuvent avoir certains ambassadeurs qui est justement de solliciter son réseau. Donc on va leur donner des conseils. Ça se fait surtout via des emails de conseils. Ça se fait aussi via parfois des guides, des petits livrets qui sont téléchargeables au format PDF ou des choses comme ça. Et en fait, dans lequel on va donner des conseils sur la meilleure manière de solliciter son réseau et notamment avec une méthodologie qui est assez rodée maintenant, si je puis dire, et qu'on doit aussi beaucoup aux anglo-saxons,
qui consiste à solliciter d'abord les gens qui nous sont le plus proches, parce qu'il faut initier un peu, il faut mettre un peu, voilà, il faut mettre faire débuter la collecte avant d'étendre à des réseaux plus d'amis, plus éloignés, voire de collègues de travail. Et donc en fait, ça va être des conseils distillés à ces ambassadeurs et des actions menées par ces ambassadeurs via l'email et puis via les réseaux sociaux. Et puis parfois via même des événements physiques, hein, parce que certains collecteurs prennent des initiatives très sympathiques du type des apéros de soutien, des choses comme ça. Et donc voilà, ça va être, il va y avoir un échange de l'organisation vers l'ambassadeur, déjà pour l'amener à créer sa page personnelle, et ensuite des conseils, de l'accompagnement pour répondre aussi à ces questions, pour l'aider à mener cet appel à dons et cette campagne, parce que c'est une campagne, vis-à-vis de son propre réseau d'amis. Il ne faut pas oublier qu'effectivement, ces ambassadeurs deviennent finalement nos donateurs, rapidement nos donateurs, et que s'ils ne deviennent pas nos donateurs au sens du terme, donc collecte de fonds, ils deviennent n'importe comment souvent, ils proposent très souvent du mécénat de compétences. Et nous recevons donc beaucoup de propositions dans ce sens-là. Beaucoup de personnes veulent donner du temps pour faire des traductions, pour faire de la communication, pour nous transmettre, pour nous aider à transmettre un message, pour nous aider également à tenir des stands. C'est extrêmement fréquent et c'est une façon pour eux certainement de s'approprier ce que nous faisons, de mieux comprendre ce que nous faisons. Peut-être que certains ont besoin d'un peu plus de temps avant de nous faire des dons, mais il arrive toujours un moment où ils font des dons et n'importe comment ils transmettent finalement notre message à leurs proches. C'est comme ça que ça se passe. Bien, merci, Monsieur Alexandre Rayad et Madame Véronique Favreau. Je vous propose de terminer la conférence de presse et de continuer la discussion autour d'un verre au fond de la salle. Merci à tous et à toutes. Merci bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup.